Sébastien, bonjour. Bonjour Alexis. Donc on se retrouve dans cette pièce qui est au Forum des Images. On est au carrefour de l'animation. Je suis content de t'avoir. On a failli pas. On a failli pas se croiser. Ah, on a Ouais. failli pas se croiser. On arrive à se Oui, croiser. les emplois du temps sont un peu compliqués à gérer. Surtout en ce moment pour toi. Ben oui, je suis pas mal absent, beaucoup sur les routes. Le film sort très prochainement, donc mercredi prochain, le 14. Ça fait quoi quand on a été, comme on dit maintenant, court-métragiste. J'ai appris que c'était un terme qu'on disait beaucoup. Et donc ces films sortaient avec un peu de chance dans un festival si on était sélectionné. Et là d'avoir une date qui est très précise et on sait que mercredi prochain, voilà, à telle heure son film va sortir et les gens pourront le voir. Ça change tout, non? Eh ben je ne sais pas, je Ouais. ne sais pas. C'est un peu, c'est un peu étrange comme sensation parce que je crois que je me rends pas compte des choses. Je me suis promené hier soir dans Paris, je suis passé à côté du Reflet Médicis, qui est une des salles qui va prendre le film. Donc il y avait l'affiche, il y avait une annonce comme quoi je serais là mercredi à 14 heures et j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Voilà, donc alors c'est vrai que oui, il y a ce truc de la date, de la date. Bien sûr, c'est important la date. Et puis on sera arrivé à nos téléphones le jour de la sortie. Et en même temps, je préfère pas trop me focaliser là-dessus parce que je sais aussi que c'est un film qui va faire sa vie sur la durée. De toute façon, on n'est pas rifté au premier mercredi, quoi. C'est un peu comme finalement cette distribution, c'est un peu comme le tournage, la production, c'est-à-dire qu'il y a c'est quelque chose qui a été jeté, pas trop réfléchi, tu le disais, même s'il y a beaucoup de réflexion derrière, mais il fallait qu'il y ait cette énergie. Là, il y a un peu la, pour toi en tout cas, pas pour le distributeur, Oui, mais pour toi, la même chose. oui, 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 peut-être. Je laisse faire les choses. J'essaie de vivre les choses comme elles arrivent, en fait. Après, je suis très très content d'accompagner le film. Là, j'ai fait quand même une tournée assez conséquente. Je suis allé dans pas mal de villes. J'ai rencontré des tas de publics différents. J'ai eu des tas de retours différents. Plutôt enthousiastes, évidemment. Après, le public, c'est les gens qui aiment qui viennent nous voir, hein, évidemment. Mais quand même, par exemple, à chaque fois qu'il y a un débat, les gens restent. Alors ça me paraît assez symptomatique. Voilà. Si la moitié de la salle se levait pour aller à la pizzeria plutôt que de rester, je me dirais, bon bah voilà, c'est comme ça. Mais là, les gens restent, ils sont curieux, le public est très attentif, pose des tas de questions, quel que soit l'âge des spectateurs. Est-ce que c'est un public que tu trouves différent? Est-ce que tu avais déjà eu, avec tes courts-métrages, des retours de public, pas forcément connaisseurs d'animation, mais je suppose une grande partie connaisseurs, alors que là, tu dois peut-être, je sais pas, avoir un public qui voit en plus pour la première fois un cinéma comme ça en long métrage? Oui, ça c'est vrai, c'est un public très différent. Alors les premières projections du film, c'était dans un contexte professionnel. J'ai montré le film à Cannes, à Annecy, donc j'ai eu des retours de professionnels. Mais là, c'est le grand public, donc oui, c'est assez différent là pour le coup du court métrage, parce que d'abord en court métrage, on a peu l'occasion de rencontrer le public. Les films font partie de programmes, et puis les programmes se succèdent, etc., etc. Donc en fond, on ne sait pas trop ce que pensent les gens. Alors que là, oui, là c'est vraiment en direct. Ça, Et c'est... est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que la surprise, c'est pas des questions, c'est que ça porte plutôt sur pourquoi telle chose dans le film, pourquoi telle chose dans le film, que forcément un côté esthétique, technique. Est-ce que la première question, par exemple, tu peux avoir, ça va être des questions sur le film en lui-même, sur Alors, l'histoire. les questions qui reviennent très vite, c'est beaucoup sur l'esthétique. C'est D'accord. beaucoup sur l'esthétique, sur la transparence. Pourquoi les personnages sont transparents, pourquoi ils apparaissent et disparaissent, pourquoi le film a cette tête-là. Donc ce qui fait que ça c'est le bon bouton en général. Et là je parle pendant 1 heure et demie. Et puis ouais, voilà, et j'essaye, bien sûr, quand on parle de l'esthétique, on parle de la technique, on parle donc de la production, de comment le film s'est monté et de cette histoire assez étonnante du destin de ce film. Après, j'essaye aussi de réorienter pas mal sur le fond. Voilà. Puis alors, non, alors la deuxième question, c'est aussi souvent celle-ci, c'est pourquoi j'ai voulu faire ce film. Pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire. Pourquoi adapter un conte aujourd'hui en 2016. Qu'est-ce qui m'avait intrigué dans cette histoire. Alors ça, on verra ça en deuxième partie. L'esthétique du film, justement, est-ce que l'esthétique de de ce film t'es venu, donc on le sait pour ceux qui ne savent pas, mais on va en préciser, venu de courts métrages qui sont venus avant. Est-ce que ça t'a donné cette impulsion, on va dire, pour faire ce long finalement? Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisqu'il y a 2 jours, j'étais dans une salle qui a projeté mes courts-métrages, puisqu'il y a actuellement aussi un focus sur mes courts-métrages dans le cadre de la fête du court-métrage qui a lieu là, la semaine qui vient. Et donc, oui, moi je vois qu'il y a une vraie filiation entre le long et les courts. Même si certains cours peuvent paraître très éloignés, ils sont en fait assez proches en termes de thématiques. Et puis il y a des cours que j'ai pu faire, donc évidemment 11 La Force qui a été
un film très peu diffusé, mais pour moi, qui a tout déclenché en fait par rapport à La Jeune Fille sans main. C'est parce que j'ai fait La Force que j'ai pu faire La Jeune Fille sans main. Et voilà, donc ça m'a. Tout à l'heure, tu me disais, non, c'était drôle, parce que tout à l'heure, on a fait une rencontre avec Michael Dudoc de Wild, et quand je te disais que ça me semblait différent de tes courts-métrages, tu me disais que c'était en fait, Oui. pour toi, dans la continuité. Mais oui, parce qu'un film comme La Jeune Fille sans main, il peut pas arriver de nulle part, il n'est pas catapulté du ciel, comme je dis. Donc il y a bien une histoire à ça, et l'histoire elle est multiple, et elle passe évidemment par les courts-métrages. Sachant que dans les courts-métrages que j'ai pu faire, je me suis à chaque fois remis en question. Les films sont tous différents esthétiquement, mais à chaque fois j'essaie de trouver l'axe esthétique et narratif pour exprimer le mieux ce que je veux exprimer. Donc oui, pour moi, tout ça est un fil assez droit, somme toute. Allez, j'avais dit qu'on faisait en deuxième partie, mais est-ce qu'on a un Sébastien Lodenbach plus, je sais pas si c'est, j'allais dire plus rassuré ou calme, j'allais dire par rapport au couple, par rapport à la famille. J'ai l'impression que les courts-métrages, il y a beaucoup d'angoisse, de problématiques. Je dis pas qu'il n'y en a pas ici, Mais oui. mais qu'elle est différente. J'ai l'impression qu'elle n'est pas au niveau du couple. Et là, on a surtout un personnage qui est le père. Et j'ai l'impression qu'il est beaucoup, c'est lui qui est réellement là mis en cause dans le film. Pour moi, je sais que tu me regardes, vous pouvez pas voir, mais en effet, mais il y a quand même cette force-là avec le couple et la famille s'en sort mieux, je trouve, que d'habitude. Alors, de fait, là, il y a une famille, ce qui n'est pas le cas dans mes cours. Après, on est toujours dans des relations homme-femme. Donc là, c'est une femme avec son père, c'est la même femme avec son mari. Voilà, donc pour toi, Alexis Huneau, il est beaucoup question du père, mais pour moi, il est beaucoup question des hommes, en fait. Beaucoup question des hommes par rapport à cette figure féminine. Et que le père, alors on va peut-être pas trop déflorer le Oui, film, non, mais en non. même temps, voilà, il y a un père, il y a un prince. Pour moi, c'est le même personnage, bien qu'évidemment, ils ont des caractéristiques différentes. Mais il y a une espèce d'effet miroir entre le père et le prince. Même si on a l'impression que le prince et peut-être nouvelle génération accepte plus facilement une femme libérée entre guillemets, en tout cas qui accepte autre chose que le père. Ah bah, pour moi, il a du mal à l'accepter, puisque pour moi, il lui offre des mains en or comme le père lui offre une chambre en or. C'est pareil, donc il a du mal à la voir telle qu'elle est. C'est bien pour ça que le diable revient et que le diable est lié aux figures masculines par rapport à la figure féminine qui essaie de s'en sortir. Et à chaque fois que le diable intervient, c'est par les hommes. Allez, revenons sur la production. On verra après pour tout ça. Est-ce que tu penses que tout ça a bouleversé aussi ta manière de voir un peu la création? Est-ce que par exemple là, tu fais un travail plus court? Est-ce que le fait d'avoir fait ce long métrage revient ou encore tu te changes des choses? Ou alors est-ce que tu penses que, comme tu me dis, tout est dans la continuité et donc forcément tout s'enchaîne l'un après l'autre? Tout est dans la continuité. Après, c'est évident que faire un long métrage et le porter jusqu'au bout, en faire l'animation tout seul et faire en sorte que, enfin, et assister à à sa présentation publique, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc ça change évidemment. Après, dans ma manière de faire, je disais tout à l'heure quand on était avec Michael, je disais voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un court métrage plus long que les autres. Mais donc voilà. Chaque film m'en amène un autre et en cela il y a quand même une vraie continuité. Je sais pas ce que je vais faire après, j'en sais rien, je sais pas ce qui va m'arriver, mais ce film-là, alors c'est peut-être un peu abstrait pour les auditeurs évidemment, mais ce film-là m'a appris énormément de choses. J'ai beaucoup grandi en fait. Le film raconte la trajectoire d'une jeune fille qui doit donc abandonner le monde des hommes, qui pour moi est un monde codé, surtout celui du château de son prince qu'elle rencontre, pour s'isoler et créer sa propre maison, faire pousser son propre jardin et être entière. C'est ce qui m'a intéressé dans ce conte. Ma propre trajectoire est exactement la même. Il y a eu une première version du film qui a été développée dans un cadre très codé aussi, qui est celui de l'animation, avec toutes les étapes normales de la conception oui, de la conception d'un long métrage d'animation. Ce film n'a pas abouti, donc quelque part on m'a coupé les mains comme à cette jeune fille, et il a fallu que je m'isole et que je fasse le film par mes propres moyens. Et le film est beaucoup plus grand qu'il n'aurait pu être s'il avait été fait dans le premier contexte. D'où l'idée de te dire que c'est un film finalement presque plus personnel que Journal. Ça m'avait marqué une fois. Je t'avais parlé de Journal et tu m'as dit mais est-ce que tu sais si finalement tout ce que je raconte dans le film est vrai ou faux et alors que là quelque part tu te le dis d'autant plus que la création
de ton film en fait est lié avec ce personnage. Oui, bon, Journal, c'est un film autobiographique qui est mon film de fin d'études. C'était un exercice d'école, donc je me protège beaucoup malgré tout. On a l'impression que je me livre beaucoup, comme dans tous les films autobiographiques. C'est un film à la première personne et on a l'impression d'accéder à une certaine intimité. C'est un film qui traite de l'intimité, mais pas forcément de la mienne. Ou en tout cas, je n'ai pas l'impression de me livrer tant que ça dans ce film-là. Dans La Jeune Fille, dans La Jeune Fille sans main, je me suis beaucoup plus mis en danger. Enfin, je me suis autant mis en danger que dans le journal, mais oui, je me sens très proche de cette jeune fille de manière vraiment très fusionnelle, quoi. Est-ce que au départ, l'impossibilité de trouver de l'argent, ça fait réfléchir sur cette envie de rentrer dans du long lors du premier projet? Est-ce que y a cette idée de finalement de se dire que c'est une espèce d'Everest qui n'a pas forcément grand intérêt à être franchi et qui sera franchi après, mais en tout cas d'une manière un peu différente, on va dire. Oui, bah c'est vrai qu'en 2001, lorsque les films Péléas me proposent d'adapter la pièce d'Olivier Py qui s'appelle donc La jeune fille, le diable et le moulin et qui est elle-même l'adaptation de ce conte de Grimm, La jeune fille sans main, je suis extrêmement. Je peux pas dire non, de toute façon, j'ai 27 ans, on me propose de réaliser un long métrage, c'est un producteur important, c'est Olivier Py. Enfin voilà, il y a quand même tout un ensemble de facteurs qui font que je peux pas refuser. Mais j'y vais un petit peu sur la pointe des pieds, sans doute un petit peu trop d'ailleurs, parce que j'essaie de me protéger en me disant de toute façon, vraisemblablement, le film ne se fera pas. Euh, alors, c'est vrai que j'ai jamais eu le désir particulier de réaliser un long métrage. On me l'a proposé, j'ai pas pu dire non. J'ai dit non à d'autres longs métrages qu'on m'a proposés, Ernest et Célestine, pour ne pas le citer. Je les regrettais un peu forcément parce qu'on se dit mais pourquoi enfin quand je raconte cette histoire et je sais que je suis pas le seul, hein, d'autres réalisateurs ont refusé de réaliser Ernest et Célestine qui étaient en manque de réalisateurs. C'est un peu étrange a posteriori de se dire mais quoi t'as refusé de réaliser Ernest et Célestine. Ben oui, parce que ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et puis par ailleurs, quand je vois Ernest et Célestine, je trouve que le film est nettement meilleur que ce que j'aurais pu faire, donc j'ai aucun regret finalement. Mais euh, Et on n'aurait donc pas eu la jeune non, fille. donc voilà, donc c'est pas vraiment un Everest, tout ça est une espèce de plus une rivière en fait qu'une montagne. Oui, j'ai fait un long métrage un peu par hasard. Je suis en train de faire un film très court. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression, à chaque fois tu dis, mais tout à l'heure dans la rencontre, tu dis, mais c'est pas un exemple, c'est pas un exemple. On a vraiment l'impression, et c'est peut-être normal, hein, je dis pas, mais de diminuer ça en disant, c'est quand même pas si, ça n'a pas été si dur. Est-ce que rétrospectivement tu peux te dire ça? Aujourd'hui, tu peux dire ça parce que bah, le film a plutôt, en tout cas pour l'instant, une belle carrière et que c'est fait parce qu'on a l'impression presque, quand tu dis une rivière, enfin, faire un film. Voilà, Mais la rivière peut être tourmentée, hein. Il peut y avoir D'accord. des rapides, il peut y avoir des tourbillons. Mais quand je dis la rivière, non, non, c'était pas un long fleuve tranquille. J'ai eu des moments de crise énorme, d'angoisse. C'était un calvaire de vivre avec moi à la maison. C'était vraiment compliqué, quoi. Mais maintenant, évidemment, je suis beaucoup plus apaisé. Mais non, non, c'était une rivière dans le sens où le fait de me dire je vais faire ce long métrage s'est fait de manière assez simple en fait. Je parle de la rivière par rapport à l'Everest. Voilà, pour moi, c'était pas une espèce de Graal de faire un long métrage. J'avais pas particulièrement envie de faire un long métrage. En revanche, quand on me l'a proposé, que j'ai travaillé avec d'autres personnes sur un développement qui a duré 7 ans et que le projet donc d'adaptation de la pièce d'Olivier Py a été abandonné faute de moyens, l'histoire de ce conte était tellement proche de moi que là, oui, je voulais ne pas l'abandonner. Voilà, c'est ça. Donc l'Everest, c'était plus de ne pas abandonner ça, mais pas forcément en forme longue. Alors, je disais ça parce qu'au même moment, un autre de tes camarades, qui est Jérôme Boulbès, enfin, en tout cas, commence un long métrage et lui non plus, son long métrage se fait pas. Sauf que c'est un univers beaucoup plus personnel, finalement, et que je pense que, est-ce que justement le fait que ça soit pas un univers personnel, ça l'est, mais c'est tiré d'un conte en effet, fait que tu sais que ça restera toujours dans un coin et que même le refus n'est pas un refus finalement, comme tu dis, direct par rapport à ton style. Là où par exemple quelqu'un comme Jérôme, son film était tellement proche de son univers, alors faudrait lui demander, hein, pas vrai, mais en tout cas, je pense que ça peut être plus dur de recevoir un échec par rapport à ça, quoi.
Non, mais c'était dur. Quand le premier projet a été abandonné, c'était une vraie déception. Après, voilà, j'avais d'autres projets, j'ai fait des courts-métrages et j'étais très heureux. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire Ernest et Célestine d'ailleurs. C'est parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai travaillé pendant 7 ans sur La jeune fille, le diable et le moulin. J'ai pas forcément envie de repartir, même si je savais qu'Ernest et Célestine se ferait de toute façon, puisque Didier Brunner m'avait dit, bah voilà, c'est bon, il y a les financements, etc. J'ai préféré faire des courts-métrages en fait, parce que j'avais besoin de faire des choses plus rapides, plus courtes. À quel moment ça revient exactement? On connaît l'histoire, mais ouais, Bah, les tu, tu, auditeurs tu, doivent tu le racontais, reconnaître. voilà. Ouais. Donc, comment revient ce moment de se dire, allez, je vais refaire ce film. Bah oui, c'est pas tellement je vais refaire ce film, voilà le moment, voilà le moment de clore ce chapitre de ma vie en fait. Bah oui, c'est un concours de circonstances. De toute façon, j'ai l'impression que les projets se font beaucoup euh, comme ça, parce qu'il y a un moment, un certain nombre d'éléments, de paramètres se conjuguent et ça rend les choses possibles. Alors là, les paramètres, ça a été que j'ai fait une résidence à Tournefeuille organisée par X-Bofilm, qui est un producteur donc près à Toulouse, euh, sur l'impulsion d'un de mes anciens élèves, Romain Blantailleur, et qu'au cours de cette résidence, j'ai fait donc un film qui s'appelle 11 La Force, qui a mis en place un certain nombre d'idées visuelles, d'idées d'animation, d'idées de mise en mouvement d'éléments que j'avais jamais tenté avant. Et, et donc, je me dis, tiens, voilà, on peut faire en 10 jours d'animation plus 3 semaines de post-production, j'ai pu faire un film de 12 minutes. Bon, il y a un côté un peu virtuose comme ça, mais surtout, il y a un côté, tiens, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça comme ça. C'est un langage qui m'a l'air assez libre, etc. Donc, voilà, je me dis que ça peut être intéressant. Et puis, la même année, ma femme, qui est cinéaste, passe le concours de la Villa Médicis, le réussit et elle me dit bah voilà, on va partir pendant un an. Donc ces deux facteurs-là font que je me dis bah voilà, ce projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps et que j'ai jamais réussi à faire sous une forme ou sous une autre, c'est sans doute le moment de le faire. J'avoue que j'aime bien cette histoire pour une fois que c'est. Pas pour une fois, les choses changent évidemment, mais c'est dans un sens inverse, c'est la femme qui amène Mais oui, absolument. son homme finalement, et ça va bien en plus avec ton cinéma, toujours cette relation. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Tu te rappelles pourquoi l'histoire vraiment t'avait plu au départ, ce conte t'avait plu, et qu'est-ce que tu décides de garder de cette première version quand tu redémarres? Alors c'est un petit peu compliqué de me reprojeter en 2001. Je me souviens que ce qui m'a plu, c'est l'écriture d'Olivier Py. Euh, c'est aussi le fond du conte et le fait que cette jeune fille, oui, doive se prendre en main sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est quand même réellement ça, quoi. C'est ça qui m'avait intéressé. Et puis, alors j'ai poussé certains aspects, euh, notamment dans cette version-là, et c'était pas le cas de la première version, et c'est pas dans le conte, le fait qu'elle soit vraiment affranchie à la fin et qu'elle décide, lorsqu'elle retrouve son prince et lui-même aguerri, etc., qu'elle décide de partir dans un nouveau lieu. Euh, et plus j'accompagne le film et plus j'arrive à résumer son intention de manière assez simple, c'est que finalement, je crois que ce qui m'a plu, c'est que c'est un film qui dit qu'il vaut mieux être une femme qu'une princesse. Voilà. Une femme entière qu'une princesse à qui il manque un morceau. On parle souvent de Kaguya, le film de Takahata, où justement il n'y a pas cette résolution heureuse finalement chez Ouais. lui. Alors on parle très souvent de Kaguya pour le style visuel en fait, le fait que les deux films soient faits au pinceau, il y a quelque chose d'asiatique dans La jeune fille sans main et donc on parle très souvent de la princesse Kaguya évidemment. J'aurais plutôt pensé sur l'histoire et sur cette femme qui essaie de s'en sortir et qui a du mal à s'en Ouais, sortir, voire quasiment oui, oui. pas Alors d'un côté. Et les spectateurs rentrent pas forcément dans les détails de pourquoi est-ce qu'on cite Kaguya, mais on en parle très souvent. C'est le film dont on me parle le plus. je me souviens quand tu es parti à Médicis, tu avais mis en place comme un blog pour en gros te donner un petit peu d'énergie et dire bah voilà, aidez-moi. Et c'était important d'avoir quand même de pouvoir dire aux autres ben voilà que je suis en train de tenter de faire. C'est peut-être un peu fou, mais Ouais. voilà, j'en suis, ouais. C'était essentiel. C'était essentiel parce que je voulais qu'on me surveille quelque part. C'est-à-dire que je voulais pas. Ouais. Déjà, j'étais très isolé et je pense que j'avais besoin de cette pression-là, du regard extérieur, et donc je voulais effectivement poster un maximum de choses régulièrement pour dire à notre petite communauté, voilà, je suis en train de faire ça, donc quelque part ça m'exposait et donc ça m'obligeait à aller jusqu'au bout.
Mais je savais pas, un, si j'irais jusqu'au bout, et deux, j'étais pas certain de la durée du film non plus. Donc ça aurait pu rester un film de 50 minutes, ce qui aurait été pas si mal aussi. T'avais pas de producteur à l'époque? Encore. Quand j'ai commencé, j'avais pas de producteur, et Jean-Christophe Soulageon, qui a produit mon court métrage, mon dernier court métrage, est passé me voir à la Villa Médicis, et il m'a vu dessiner, il savait pas du tout ce que je faisais, il m'a dit mais qu'est-ce que tu bricoles, et donc je lui ai expliqué, il m'a regardé avec des billes incroyables, en me disant bah écoute, ça m'intéresse, voilà, je vais rentrer dans le truc. Je crois qu'il s'arrache un peu les cheveux aujourd'hui. Faut avoir un producteur un peu fou pour rentrer sur un projet un peu fou quand même à la base. Faut avoir un producteur un peu fou, ouais, ouais. Mais C'est non, je dis ça, c'est parce que on en parlait tout à l'heure aussi, la difficulté aujourd'hui, malgré tout, encore une fois, d'être à la fois d'avoir ce système absolument incroyable qu'est le CNC, et heureusement qu'on l'a, et à la fois d'avoir des fois des choses qui bloquent un tout petit peu et qui n'arrivent pas oui. à se débloquer parce que il y a un projet qui est un petit peu atypique et pourtant dont on a besoin. Oui, oui, alors il faut il faut être un peu fou pour produire ce film-là, il faut être surtout très passionné, et je crois que Jean-Christophe est quelqu'un qui travaille avec passion, et, euh, et donc voilà, il s'est battu, on s'est battu ensemble, l'équipe du film est extrêmement réduite, comme vous l'avez compris, donc, voilà, on était tous dans le même bateau, et tout le monde a mis la main à la pâte. Alors Jean-Christophe est sans doute celui qui est le plus au front, parce qu'il se heurte à l'aspect administratif des instances qui décernent au film, voilà, un visa, l'agrément, etc. Enfin, toutes ces choses un peu administratives qu'on ne connaît pas, et que moi-même je ne connaissais pas. Et le CNC, qui dans sa partie artistique est plutôt très bienveillant avec le film, l'est beaucoup moins dans sa partie administrative. On peut parler du côté maintenant tournage, qui est quand même important, puisqu'il y a, alors pour les gens qui savent, qui écoutent Bulle d'arrêt, normalement ils le savent, mais normalement, comme tu disais tout à l'heure, on a souvent un scénario, un storyboard, une animatique, des choses qui sont très précises, et là tu fais voler tout ça en éclats. C'est-à-dire tu as toujours dans un coin de la tête tout le travail qui a été fait sur l'autre film, mais tu décides de partir dans, comme on l'a dit, avec la Villa Médicis, dans un style complètement différent. Ouais, je décide de partir dans un style complètement différent, ça j'en avais vraiment besoin, j'avais surtout envie de dessiner. D'ailleurs, la question s'est posée assez vite de savoir si j'allais faire le film sur papier ou sur écran, avec un logiciel zéro papier. Et j'avais du papier et j'avais pas d'écran, donc je suis parti sur papier. Et j'ai travaillé très vite, et j'ai donc improvisé le film sans utiliser du tout le storyboard. En fait, je suis reparti d'un texte, parce qu'à un moment, je m'étais dit que j'allais faire le film pour de la prise de vue réelle. Et j'avais réécrit un synopsis d'une dizaine de pages, et je m'y référais. En fait, c'était mon document de référence. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas dans ce texte et qui sont dans le film. La plupart des événements importants qui sont dans le film ne sont dans aucun texte. Voilà. Alors, enfin, après, évidemment, la structure narrative est celle du conte, et voilà. Mais dans le film, il y a une déesse de l'eau. Elle n'est dans aucun texte préparatoire. Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire qu'elle arrivait comme ça, tu dessinais une scène, puis une autre scène, et puis d'un seul coup, ça Ça, s'imposait. Ouais. ça s'imposait, parce que le film a été fait donc dans l'autre chronologique. J'ai commencé par le premier plan, j'ai fini par le dernier. Et donc il y a un moment où, bon, bah voilà, c'est cette anecdote que je raconte souvent, mais où la jeune fille dans le conte arrive au bord des douves du château, et puis il y a des poires de l'autre côté. À la fin, elle veut passer, et puis elle peut pas passer parce que à cause de l'eau, et il y a un ange gardien, un ange qui arrive et qui fait un pont avec son corps. Et moi, je voulais pas faire un truc d'ange. Alors dans l'adaptation que j'avais faite pour la prise de vue réelle, j'avais fait intervenir un cerf. Je voulais que le film soit plus incarné dans la nature. Le traitement de la nature et le traitement des personnages sont identiques dans le film. Et je voulais un film, voilà, très très dans la nature, marqué justement par le film dont je parlais tout à l'heure, Essential Killing de Skolimowski, qui était pour moi, ouais, vraiment un très bon exemple de ce que j'aurais pu faire si le film avait été fait en prise de vue réelle. Et, donc voilà, et sauf qu'au moment d'arriver à cette scène, quand je fais finalement le film en animation, avec 15 secondes d'animation par jour, je me dis je peux pas animer un cerf, c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est trop long, j'ai pas envie de faire ça. Comme à l'époque j'avais pas de producteur, je n'avais que mon désir, j'avais surtout pas envie de faire un cerf, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc la jeune fille commence à traverser l'eau, mais elle peut pas arriver de l'autre côté, parce que l'histoire dit qu'elle ne peut pas arriver de l'autre côté, et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'aide, parce que cet ange revient à un autre moment. Et donc je la fais couler, et c'est au moment où je la fais couler où je décide qu'au fond de l'eau, il y a une déesse. Voilà. C'est un vrai travail d'adaptation en fait que tu fais au fur et à mesure. C'est-à-dire tu as le compte et tu joues d'un seul coup, tu te dis bah tiens finalement ça, et sur le moment même, ce qui est quand même
super risqué. Bah oui, c'est super risqué, mais j'étais dans le film en fait. J'étais avec le film, dans le film. Le film m'a raconté son histoire. J'étais totalement immergé là-dedans et voilà, j'y devais sortir comme ça. En fait, c'est assez curieux. Donc, ouais, puis je me nourrissais de ce que je voyais. Il y a un moment dans le film où le prince part à la recherche de sa femme et il parcourt le monde. Et alors, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette anecdote. Je crois pas. C'est assez joli. Avec ma femme, on était en Italie chez une copine à l'île d'Elbe. J'étais assez mal installé pour travailler sur une petite table lumineuse. Et je lui dis, mais t'as pas un truc pour surélever ma table lumineuse? Elle me dit, bah tiens, il y a des vieux journaux. Alors je fais des piles de journaux, je m'installe. Et puis, comme j'avais suffisamment travaillé pour la journée, on est parti se baigner. On était quand même à l'île d'Elbe au mois d'août. Et pendant que je nage, je me dis, mais ces journaux, ces journaux. Et c'était le National Geographic des numéros des années 50 et 60. J'avais donc le monde entier sous ma table lumineuse. Et c'était pile le moment où je devais faire cette séquence-là. Et donc, tous les plans de cette séquence viennent du National Geographic. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est vraiment incroyable, quoi. Parce que les choses arrivent aussi toutes seules, quoi. Le château dans le film, c'est la Villa Médicis. Il y a plein de choses qui viennent du contexte. Est-ce que les choses viennent toutes seules? Là, on est dans un débat entre le destin et de se dire, bah voilà, c'est arrivé, ou est-ce que peut-être on regarde mieux à un moment donné quand on fait un film, on regarde mieux un endroit plutôt qu'un autre? Puisque Oui, ça moi correspond. j'ai eu l'impression d'avoir l'esprit ouvert en fait à ce moment-là et que donc j'étais tout le temps en alerte, je crois. Comme j'étais pleinement dans le film, même quand je travaillais pas dessus, j'étais pleinement dans le film. Donc je crois que c'est juste ça. Il y a un côté, c'est d'avoir ces National Geographic que tu n'aurais peut-être pas remarqué à un autre moment. Il y a un côté vraiment obsessionnel quand on est dans un film, un long métrage comme ça. Ouais, oui, il y a un côté obsessionnel parce on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça, on ne pense qu'au plan. En plus, quand on fait le film comme ça, dans la continuité, on ne pense qu'aux plans qui vont arriver après. Et il y a un moment dans le film où la jeune fille se tisse un hamac. Et ça commence par. Elle file le coton. Donc il y a le rouet, tu vois. Donc il y a un côté cyclique. Et ça, je me souviens très bien. C'est la veille du jour où je devais faire ce plan. Ce plan n'existait pas. Il est prévu nulle part. Elle devait se faire une cabane dans son arbre. Il n'était pas prévu qu'elle se fasse un hamac. Et j'ai eu une espèce d'illumination parce que je sais plus ce que je regardais, mais j'étais sur des idées de cycle. Parce que le film commence dans un moulin, donc il y a cette roue qui tourne comme ça en permanence, il y a cette roue du moulin. Et je me suis dit, bah voilà, je vais faire une roue qui tourne, qui sera la petite roue de la jeune fille. C'est aussi un peu la roue du destin, et c'est avec cette roue qu'elle file sa laine et qu'elle se fait le hamac, etc. Et donc on est comme ça sur des. Ouais, on a tous les sens ouverts. J'ai déjà posé question à Benoît Chieux qui parlait alors sur un film qui n'a rien à voir, tant il dame, et disait il essayait de travailler un peu autrement. Et je lui disais quand on est prof, c'est pas un peu dangereux en tout cas de travailler sur des procédés comme ça. Et ensuite on dit aux élèves, alors c'est différent, hein, lui c'est de la poudrière ou c'est Émile Cole plutôt, toi t'es à l'ENSA donc c'est deux choses différentes. Mais là est-ce que tu dirais à un élève, oui, oui t'as raison, vas-y, tu verras bien, suis ton instinct et puis tu verras comment ça va se passer, même si ça doit te prendre 2 mois de plus. Oui, ça peut m'arriver de le Ouais. dire. Ouais. Oui, oui, ça peut m'arriver de le dire. Après, en tant que prof, d'abord, en fait, bon, alors cette année est quand même vraiment différente. Moi, ça fait 15 ans que je suis prof. Je parle assez peu de mon travail. Voilà, donc j'ai des élèves qui sont en deuxième année, donc c'est leur première année de spécialisation. Ils doivent découvrir un certain nombre de choses. Donc voilà, on fait du B à bas, quoi. Euh, et je vais pas commencer à leur faire des trucs enfin, ils doivent d'abord apprendre des bases, voilà, donc c'est ça mon objectif. Après c'est vrai que cette année c'est un peu particulier parce qu'ils ont vu le film et donc ils voient bien que je leur dis de faire des trucs et que je fais pas. Est-ce que tu as dit dans ce cas-là, il y avait cette phrase de Théodore Chef sur un de ses films qui montrait, où je demandais combien de temps ça prenait, il disait ça prend 45 ans Ouais, à faire. ouais, Est-ce que c'est la même chose? Et leur dire bah ouais, apprenez déjà en tout cas certaines bases ouais, ouais. et après vous pourrez les détruire. Oui, je sais pas si ça prend 45 ans à faire, mais c'est vrai quand on me demande combien de temps j'ai passé sur le film, je dis bah voilà, j'ai passé 7 ans plus 3, donc en tout 10, et puis plus 10 ans de recherche sur d'autres choses, etc. Oui, bien sûr, ça prend du temps, ouais, ça prend du temps. J'aurais pas pu faire ce film-là à 25 ans. On parle un petit peu de technique quand même. Enfin, Oui. ceci dit, je vois quand même que j'ai quand même des obsessions parce que mon film de fin d'études journal est un film sans scénario, sans storyboard. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un journal. C'est pas pour parler de ma vie parce que ma vie est pas plus intéressante
que la vie de quelqu'un d'autre, et ça m'intéresse pas particulièrement de la raconter. Par contre, ça m'intéresse d'interroger le médium, et qu'en faisant un journal, en faisant un film autobiographique, j'interroge le médium, et que finalement ma problématique, 20 ans après, elle est toujours la même. Est-ce que c'est ça l'intérêt finalement? C'est à la fois autant le fond que la forme. Et quand on parle, c'est trouver une forme qui fonctionne. Et quelque part, ce film, La jeune fille, peut être fait que sous cette forme-là. Voilà. C'est comme si cet arrêt, il y a 7 ans, enfin il y a plus que ça maintenant, était 7 ans, ouais. ouais, Mais oui, oui, moi je crois assez fortement à ça. Oui. À chaque film son histoire, à chaque film son esthétique, à chaque film sa technique. Il faut, et puis, moi j'ai tendance à vite m'ennuyer et je travaille pas beaucoup, donc enfin, disons que j'aime quand les choses vont vite, donc j'aime bien me renouveler. Ouais. Pour moi c'est super important. Le résultat, je sais pas ce que je vais devenir. Donc de retour avec Sébastien Lodenbach pour parler de Jeune fille sans main. On peut parler de, comme je disais, alors là, purement technique, à savoir chaque dessin que tu fais en fait, pour que les gens comprennent. Si on regarde un de tes dessins, on ne comprendra pas forcément ce qui se passe, et c'est cette accumulation finalement qui va nous permettre de découvrir ce qui va se passer à l'écran. Oui, enfin c'est pas aussi radical que ça quand même. J'arrive à isoler. Il y a une exposition qui circule des originaux du film. On arrive quand même bien à voir ce qu'il y a sur chaque image, mais c'est vrai qu'au départ il y a une recherche un peu formelle qui essaie de privilégier le mouvement sur le dessin, parce que ayant fait le film tout seul, je ne pouvais pas faire la même chose tout seul qu'en équipe, donc il fallait bien que je fasse des économies, et que en animation on fait souvent des économies sur le mouvement, puisque c'est quand même la mise en mouvement qui coûte cher, à raison de 2-3 secondes par jour d'animation, bah voilà, c'est cher, et que là j'ai décidé de faire de l'économie sur le dessin, donc c'est une animation terminée à partir de dessins qui sont tous pas terminés. Alors, après, il y a des dessins sur lesquels on voit très bien ce que c'est, et des dessins sur lesquels c'est fait avec parcimonie. Comment on crée le mouvement dans ces cas-là? Comment on a tout en tête? C'est encore une fois, il faut déjà avoir pas mal de bagages et on se dit ok là je vais le faire comme ça. Pour des gens qui sont pas habitués, ça peut paraître un peu abstrait finalement. Bah, faut être un génie en fait. Non, 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 mais c'est très simple. C'est vraiment, moi, je fais pas des films compliqués. Hein, je fais que des films faciles à faire. Donc non, non, mais la technique c'est la même que n'importe quelle technique d'animation. Je dessine sur du papier, je fais mes poses clés, je les superpose avec une table lumineuse, c'est ce qui me donne des points de repère, ce qui me permet de faire des intervalles. C'est sur les intervalles que je fais des économies. Sur les poses clés, je fais pas d'économies. Sur les poses clés, donc les poses principales du mouvement, la forme est complète en général, ou plus ou moins complète. Voilà. Il y a un côté un peu moins religieux. T'étais pas forcément d'accord, je trouve, par rapport au conte. Je trouve que dans le conte, on a beaucoup quand même, comme tu dis, les anges, il y a quelque chose de très très religieux. Et là, il y a le diable, certes, il y a des symboles, mais ça passe beaucoup plus en arrière-plan quelque part, je trouve. Oui, alors après, comme tous les contes, c'est une tradition orale. Il y a la version de Grimm est une version, mais il y a d'autres versions. Il y a des versions avec moins d'anges. Et oui, je voulais, comme je disais tout à l'heure, inscrire davantage le film dans la nature, dans une sorte de magie naturelle, plutôt que dans une relation à Dieu. Ceci dit, voilà, dans ma version, il y a un agneau sacrifié, donc on est quand même, bien dans le biblique. Voilà. Donc, Les dialogues, je pense à ça parce qu'il y a le dialogue à la fin à Dieu, puisque tu ne seras pas au diable. C'est des dialogues que tu as écrits tout seul. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent d'Olivier Py ou non, tout a été enlevé et c'est que toi qui as écrit ces dialogues-là? alors, rien ne vient d'Olivier Py, puisque lorsque j'ai fait le film, je n'avais pas du tout les droits de la pièce et je n'avais pas recontacté Olivier Py, ce qui a été fait depuis. Mais non, non, les dialogues viennent. En fait, dans le conte, il y a des dialogues qui ne sont pas dans le film, mais il y a quand même une couleur de ces dialogues du conte. Et donc, je voulais garder cette couleur. Je voulais des dialogues relativement littéraires, pas très nombreux. Le film n'est pas très bavard, et donc les dialogues ont quelque chose d'un peu essentiel. Et ils sont assez littéraires. Et je les ai écrits à la fin. Et je m'enregistrais au dictaphone et je collais ma voix sur tous les personnages pour voir si ça fonctionnait ou pas. Et puis voilà, après les comédiens sont venus pour les enregistrer. Je crois que ça n'a pas été toujours très facile pour eux avec ces dialogues-là, justement, qui sont assez écrits. Mais pour moi, c'était important d'avoir des dialogues littéraires et pas naturalistes, parce que le film n'est pas naturaliste. Il y a beaucoup de prise de distance avec le réel. C'est un film peint, donc je voulais des dialogues peints. Est-ce que les dialogues, j'avais l'impression d'avoir une filiation, mais peut-être que tu me diras l'inverse. Alors, j'ai oublié le nom maintenant avec le film de Chiara, donc Les ton silences sont épouse. lumière. Oui, tout à fait, où il y a peu de.
Et j'avais l'impression qu'il y avait une importance comme ça, tu dis, du mot qui était mis, mais peut-être que tu peux évidemment me contredire. Non, mais ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble que je pense qu'on se nourrit l'un l'autre. Non, non, il n'y a pas de lien, d'autant que lorsqu'elle a fait l'existence selon Gabriel, j'étais pratiquement aux trois quarts du film, donc non, non, il n'y a pas de lien particulièrement. D'accord. Pas dans le sens inverse non plus. Non, Enfin, voilà. en revanche, elle a depuis tourné un nouveau court-métrage que j'ai coécrit où les dialogues, c'est aussi une sorte de fable. Et là, les dialogues sont un peu dans la même veine que La jeune fille sans main. Ouais. Dès le générique, est-ce que le générique du début, il a été fait d'ailleurs après, à la fin du film, parce que tu mets en place cette idée d'animation qu'on peut appeler, je sais pas, limitée, je sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs. Intelligente. Oui, donc dès le Dès le générique. générique c'est mis en place, c'était Dès le voulu. générique s'est mis en Ouais. place. Oui, dès le générique s'est mis en place. Le générique a effectivement été fait après. Et la narration commence dès le générique. C'est une espèce de prologue. J'en ai eu besoin pour raconter la relation entre la jeune fille petite et son père. C'était une suggestion de ma femme fort, fort à propos, à mon sens. Et voilà, et c'est vrai que je voulais commencer le film. En fait, le générique est en image fixe. Et le premier plan en mouvement, il y a dans le plan lui-même cette affirmation-là, puisque le plan commence en noir et blanc et c'est une image fixe et on ne la comprend pas. Et dès qu'elle se met en mouvement, on bascule en couleur et à ce moment-là, on la comprend. Alors on la comprend aussi parce qu'il y a du son, mais on comprend le mouvement. Quoi. Comment on choisit est-ce que c'était une évidence que telle partie de l'image devait bouger et pas l'autre, et de mettre en avant plutôt, voilà, je sais pas moi, du moulin à un moment donné, ou un mouvement de main, ou ce genre de choses. Est-ce que ça vient pareil sur le Oui, moment? oui, c'est plutôt une évidence, Ouais. mais il y a quelque chose de très instinctif. C'est tout simplement qu'est-ce que je veux que le spectateur regarde, en fait, tout simplement. Voilà, ou à quoi le regard du spectateur va s'accrocher. Donc ça peut être les mains, les pieds. C'est difficile de supprimer le visage quand même des personnages, mais quelquefois le visage n'est qu'esquissé. Et oui, oui, mais c'est assez instinctif. Donc cette économie de moyens, finalement, c'est une manière de faire du cinéma qui, on parlait avec Michael Dudoc de Vide, qui d'un seul coup utilise que le plein, et qui finalement laisse plein de place au vide. Et finalement, Et oui, tu fais un film où tu dis au spectateur, de toute façon, vous ne regardez que ça. vous ne regardez que ça et vous imaginez le reste. Donc c'est un film où je n'ai fait que 50% du boulot et c'est le spectateur qui fait les 50 autres. Et le son aide aussi beaucoup, mais oui, oui. Alors là, raconter ça à la radio pour des gens qui n'ont sans doute pas vu le film, c'est peut-être un peu bizarre de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin, mais c'est un film qu'on suit très bien, je vous rassure, et on arrive très bien à comprendre ce qui se passe, même si il y a des choses qui ne sont qu'esquissées. Moi, ça m'intéresse ça parce que je trouve que en Occident, depuis en gros la Renaissance, mais sans doute un peu avant, mais ouais, enfin en tout cas depuis la Renaissance c'est évident, et on est quand même dans une iconographie de la représentation où tout est montré. Tout est montré, tout est exposé, tout est voilà. Plus on peut en faire, mieux c'est. Quand on voit certaines fresques dans des églises, dans des chapelles, des coupoles, etc. Où, voilà, Michel-Ange, etc. On est un peu on est dans le trop plein, quoi. Alors, et c'est quelque chose qui en animation ne s'est jamais démenti. Enfin, tous les films occidentaux sont dans l'exposition des choses, dans la livraison, presque une espèce de pornographie, voilà, où on montre tout, on montre tout. Alors là, c'est vrai que dans La jeune fille sans main, non seulement je montre pas tout, mais je raconte pas tout non plus. Donc il y a des zones que le spectateur est obligé d'investir. Donc le spectateur travaille vraisemblablement plus devant La jeune fille sans main, ce qui m'intéresse évidemment, surtout le jeune spectateur, que dans d'autres films. Voilà. Ça fait un lien avec L'Enfant Invisible de Lindon, autre film qui a été fait avec une personne quasiment seule, et aussi où il y a pas mal de moments donnés où tout n'est pas montré forcément dans le film. Ben, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, malheureusement. Cette idée de travailler finalement, parce que c'est ça, c'est d'avoir du hors-champ à l'intérieur du champ, c'est finalement quelque chose qui est l'une, tu disais tout à l'heure que le cinéma, des fois, n'utilisait pas toute sa, voilà, ses possibilités. Ouais. Là, c'est une des possibilités évidemment très très importantes du cinéma, Ouais. et de jouer avec ça finalement sur une seule image. Oui, en fait, c'est ce qui m'a intéressé au départ. Donc, le film a été fait comme ça pour des questions budgétaires, voilà, des questions des contraintes, quoi. J'étais tout seul. Il fallait bien que je fasse une économie quelque part. Après, assez vite, je me suis rendu compte que ça créait un langage, et que ça a créé un langage que je pouvais utiliser à plein. Et notamment, une des dimensions de ce langage, c'est de faire apparaître et disparaître des éléments au milieu de l'image, ou de faire respirer les personnages de façon purement graphique.
Ça m'a beaucoup intéressé parce que finalement on est dans un dessin animé, il n'y a pas à s'en cacher, le film est clairement dessiné au pinceau, on a l'impression que c'est de l'aquarelle, enfin voilà, et que les personnages, c'est un film qui parle du corps beaucoup de la jeune fille, mais finalement ce corps il n'est qu'esquissé en trois traits et que et il n'a pas d'organes en fait, ni externe ni interne, et donc il n'y a pas de raison qu'il respire comme s'il avait des poumons. Il n'a pas de poumons, voilà. Mais par contre il a des traits, donc il respire avec les traits. Et donc je joue, oui, avec la dimension purement graphique que c'est ce que l'animation me permet de faire. Et là où je suis très étonné parce qu'avant de finir le film, j'étais persuadé que les spectateurs resteraient pas et partiraient au bout d'un quart d'heure, refuseraient cette proposition-là. Mais en fait, non seulement ils la refusent pas, mais ils aiment ça, en fait. C'est-à-dire ils ressentent les choses. Donc c'est là où l'animation, elle est forte, parce qu'avec des moyens extrêmement simples et purement graphiques, et donc très éloignés du réel et de l'humain, il y a du ressenti. Et ça, c'est une grande victoire, je trouve, de l'animation. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le souffle, le vent, tu viens de le dire. Il y a l'eau aussi. Et de jouer avec ça. Et tout le long du film, tu joues énormément avec ça. Et donc c'est très qui danse, finalement, dans le film. Oui, il y a beaucoup de fluidité dans le film. Alors d'abord parce qu'il y a l'eau, ça c'est quelque chose qui vient de la toute première adaptation, puisqu'il n'est pas spécifié dans le conte si le moulin est un moulin à eau ou un moulin à vent. Et avec Nathalie Herzberg, qui est la co-scénariste de l'époque, on a voulu faire un moulin à eau, élément féminin, élément cyclique, permettant de relier les choses aussi. C'est un chemin, cette rivière. C'est la rivière qui apporte le malheur, mais c'est aussi la même rivière finalement dans La jeune fille sans main qui aide la jeune fille puisque c'est la déesse. Euh, donc voilà, donc il y a l'eau, mais il y a la fluidité du trait, puisque j'utilise beaucoup des faux fixes. Donc je redessine, lorsque le personnage ne bouge pas, je redessine plusieurs fois le même personnage à la même place, mais comme c'est fait au pinceau, et ben les traits ne se superposent pas forcément, donc il y a une vibration, mais cette vibration je la fais en fondu enchaîné, comme dans les films de Frédéric Bach par exemple. Et donc ça donne une sorte de respiration fluide. Et puis il y a aussi tous les fluides de la jeune fille, parce que je voulais que ce corps de jeune fille existe par ses fluides. Je savais qu'elle allait perdre ses mains et qu'il y aurait du sang. Je savais qu'il y avait des larmes, puisque ça c'est dans le conte. Et donc j'ai joué avec les fluides. Elle devient mère à un moment, donc il y a du lait. Voilà, il y a tous les fluides qu'on peut imaginer. C'est drôle, au moment où tu en parles, d'un seul coup, le, le- le jeu entre Frédéric Bach et la jeune fille sans même paraît évident. Ouais. Mais maintenant, j'aurais jamais pensé avant. Mais oui, parce qu'il a enfin dans l'homme qui plantait des arbres, surtout, il y a ce côté où les personnages et la nature opèrent une espèce de fusion et où ça passe beaucoup par les couleurs et par cette fluidité du mouvement liée au fondu enchaîné entre chaque image. La première parole vient à 5 minutes 20 du film, donc ça prend du temps. Il y a ce moment, et il y a ce moment aussi à la fin. Il y a plein de moments donnés d'errance où il n'y a pas forcément de paroles, notamment évidemment le prince à la fin. Ça, c'était voulu que les paroles, il y en ait peu et qu'elles soient très signifiantes au moment où elles arrivent. Oui, alors pour moi c'était important qu'il y ait des dialogues, parce qu'on me pose la question, mais pourquoi faire un film avec des dialogues? Alors pour moi c'était important qu'il y ait des dialogues pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'au départ il y a un pacte entre le meunier pauvre et le diable, et que ce pacte passe par des mots. Voilà, c'est un pacte verbal. Et puis il y a une histoire de message à un moment, donc s'il n'y avait pas eu de parole, l'histoire des messages aurait été très compliquée. Euh, et, et puis la voix, c'est ce qui me permet d'incarner aussi beaucoup les personnages. Donc je voulais absolument qu'il y ait des dialogues, c'était essentiel pour moi. Après, je les ai réduits au minimum parce que c'est un film extrêmement visuel, c'est un film de mouvement, c'est l'histoire d'une fille qui marche vers son accomplissement. Donc il fallait que ça bouge et que c'est difficile de faire bouger et de faire parler en même temps. Voilà, donc oui, il y a peu de dialogue. Non, mais c'est important d'avoir des dialogues, justement. Je trouve que le cinéma d'animation, finalement, on n'en emploie pas Oui, suffisamment pour moi c'est à cause de lip essentiel. sync et en fait, on n'en est pas obligé. Oui, On c'est n'a même pas. pas trop une histoire de technique, parce que maintenant le lip sync, d'abord il y a des aides au lip sync, et puis bon, donc la synchronisation des lèvres, c'est pas ce qui prend le plus de temps non plus, surtout dans un film comme le mien, où en gros les bouches sont ouvertes ou fermées, c'est très simple. Mais oui, je sais pas pourquoi il y a autant de films d'animation sans dialogue. Euh, on était avec Michael du Doc de Vite tout à l'heure, et La Tortue Rouge, il n'y a pas de dialogue, mais il y a des voix quand même, le personnage crie par exemple. Et ça, voilà, ça lui donne
une présence humaine très forte. La musique vient tard aussi, elle est très importante dans le film et pourtant elle ne vient qu'à 7 minutes, si je dis pas de bêtises, au moment où il y a de l'eau et il y a une musique, mais elle est en fond pendant très longtemps. Euh, Quand est-ce que vient ce moment où tu te dis là la musique, et par contre il y a des fois où elle est très forte, là la musique elle va pas souligner, elle va être en arrière, on va l'entendre, un peu comme pas inconsciemment mais un petit peu, et par contre là je veux absolument que les gens l'entendent. Ouais. En fait, la musique commence dès le générique, donc elle commence dès le début du Oui, film. c'est vrai. Mais il n'y en a Euh, pas après pendant tout le. Bah après si, Ouais, il y a de la musique, mais c'est c'est pas de vrai. la musique, c'est pas de la musique mélodique, mais c'est des sons, il y a des sons, D'accord. il y a des percussions, etc., des choses, mais pas très longtemps, c'est vrai. Non, non, pas très longtemps, pas très longtemps. La musique, oui, elle accompagne beaucoup des éléments, des moments dramaturgiques, des moments où les choses basculent dans l'histoire, dans le destin de la jeune fille. Donc c'est l'arrivée de la richesse à la maison, c'est le moment où la jeune fille va quitter le moulin, l'arrivée au château. Voilà, c'est ces grands moments, ces grands mouvements de cette jeune fille. Euh, il y a beaucoup de moments dans le film qui sont des moments purement musicaux, qui sont souvent les voyages, les déplacements, les moments d'errance. Euh, voilà, qui sont même des moments où le décor se déstructure complètement. On n'est plus du tout, on est plus dans l'évocation que dans une topographie Il traditionnelle. y a plein de. Je fais un pont, mais qui est pas évident. Il y a plein de scènes énigmatiques finalement dans le film. Il y a plein de. Si je te dis ça, si moi il y a des scènes, j'ai revu le film 2 fois, et s'il y a des scènes qui pour l'instant m'échappent encore un petit peu, c'est plutôt un compliment ou une. Oh Ou oui, au oui, contraire. il y a des choses qui m'échappent à moi aussi de toute façon. Il y a des choses pour lesquelles je ne sais pas pourquoi c'est là dans le film. Et ça m'intéresse, oui, parce que je trouve que c'est des plages que le spectateur peut investir, quel que soit son âge. Et c'est vraiment riche, il me semble. Alors après, il faut pas le perdre non plus, le spectateur. Donc, et je crois pas que ce soit le cas. Mais oui, oui, il y a des choses énigmatiques, il y a des choses non résolues, il y a des fausses pistes. C'est c'est pas un film qui repose sur un scénario puissant, hein. Enfin, l'histoire est très puissante parce que le conte d'origine est vraiment profond et assez extraordinaire. Mais en termes de dramaturgie pure, un scénariste dirait que c'est extrêmement faible. On parlait, pareil, tu disais que tu faisais des parenthèses, moi aussi j'en fais. On parlait avec je crois un programmateur, si j'ai pas de bêtises, qui disait, c'était au 104, il disait, mais moi ma fille je l'amène voir Trolls. Quand elle sort, elle ne va pas me poser de questions. Ce qui est bien au moins avec La Jeune Fille sans main, c'est que peut-être qu'elle va m'en poser plein et qu'il va y avoir un dialogue finalement entre moi et ma fille. Et je suppose que les scènes aussi énigmatiques ou en tout cas qu'on comprend pas vont faire partie de ce dialogue-là. C'était important pour toi. Absolument. Ah ouais, ouais. Mais là, je vois le jeune public qui vient accompagné de ses parents. Oui, oui, ça génère pas mal d'interrogations. C'est chouette. Et finalement, tous les fluides, ça embête plus les parents. Quand il va y avoir Euh, des déjections, quand on va avoir, même moi j'en non, parle, voilà, de manière, c'est. non, non, mais oui, Non. c'est un film dans lequel la princesse fait caca dans l'herbe. Là, ça m'amuse beaucoup. Et puis, ça amuse tout le monde. C'est le seul moment qui amuse tout le monde dans le film. Non, non, non. La- la- je sais pas ce que peut ressentir un père ou une mère avec son enfant, j'en sais rien. S'ils vont voir le film avec leurs enfants, mais Toi, oui. tes enfants l'ont vu? Alors, ma fille de 7 ans l'a vu et mon fils de 12 ans refuse de le voir. Parce qu'il me dit qu'il faut surtout pas faire ça. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit une fois, hein. Il m'a dit, mais t'aurais pas dû faire ça comme ça. D'abord, il faut faire des films en 3D. Il faut pas faire des films dessinés. Après, c'est peut-être. Il m'a dit ça il y a quelques mois. Il a grandi depuis, mais il veut toujours pas le voir. Et je le laisse tranquille dans son. Et toi, dialogue avec ta fille, elle te pose des questions après le film, elle te dit, elle t'a posé des questions sans savoir lesquelles, mais en tout cas, est-ce il y a un dialogue entre vous deux? Alors, le contexte dans lequel elle avait vu le film s'y prêtait pas forcément. Elle m'en a pas mal parlé après. Bon, c'était il y a longtemps déjà. C'était il y a longtemps, c'était il y a 6 mois. Elle a que 7 ans, donc pour elle, c'était il y a longtemps. Ouais. Ouais, elle m'en parle plus, non, non. Et d'ailleurs, elle était assez enthousiaste quand elle est allée voir le film. Elle en a pas mal parlé après. Elle a dit, elle jouait avec ses copines en disant, oui, regarde, je suis la jeune fille sans main. Voilà, elle cachait ses mains dans ses manches et tout ça. C'était très rigolo. Elle m'a fait un très joli dessin où elle a repris un dessin du film et elle a écrit La jeune fille sans main, un film de Olivia Lodenbach. Donc c'est son nom. Donc j'ai trouvé ça charmant. Et il y a une semaine, elle m'a dit qu'elle avait en fait trouvé le film très ennuyeux. Donc je ne sais plus à quoi penser. Il y a tout un jeu sur, notamment avec le style sur l'enveloppe corporelle et ou psychologique ou âme, je sais pas trop comment mettre ça en place, où des traits de couleur finalement restent en place alors que le corps s'en va. C'est
Bah oui, ça fait partie des surprises de ce film. Ouais. J'ai vu qu'à un moment, il y avait des traits qui restaient et d'autres qui partaient. Alors je me suis dit que c'était quand même assez riche cette histoire-là. C'est un peu difficile de parler de ça à la radio, il faudrait vraiment voir le film, mais c'est quelque chose qui est purement visuel, purement de l'ordre de la sensation. Et moi, c'est le cinéma qui m'intéresse, le cinéma de la sensation, donc plus que le cinéma du scénario. J'aime les films de scénario, j'aime les grosses productions hollywoodiennes, au contraire, mais voilà, quand je peux ressentir des choses uniquement par le son, les images, c'est là où je suis le plus excité, quoi. Mais ce qui est presque pas évident pour quelqu'un qui va faire une interview, par exemple, c'est que si, et c'est peut-être ça le jeu aussi, c'est que finalement, si moi je commence à rentrer plus dans l'histoire, et si j'ai envie de poser des questions, évidemment, et tu pourrais très bien y retourner, ben, comme tu l'as fait tout à l'heure, là c'est l'intervieweur qui pense ça, Ouais. parce que finalement, ça laisse. On l'a déjà dit, mais c'est quand même important que les auditeurs le sachent. Ça laisse plein de place. C'est-à-dire que c'est un film où il faut aller, il ne faut pas rester en dehors, sur le bord, en disant je vais voir quelque chose de sympa, ça va bien. C'est d'un seul coup, on arrive avec ses problématiques, ses angoisses, ses bonheurs, et on est obligé de les placer dans le film. Oui, alors après, j'ai l'impression qu'on parle d'un film qui a l'air très ennuyeux et très intello, etc. D'abord, il faut quand même dire que c'est un film avec des jolies couleurs et des jolis mouvements et que l'histoire, elle est très simple et que tout est très lisible et que comme je disais tout à l'heure, le conte, si j'ai voulu l'adapter, c'est qu'il a une puissance extraordinaire. Moi, j'ai des spectateurs et des spectatrices qui sortent du film avec les larmes aux yeux, des, des spectatrices qui me disent mais je suis la jeune fille sans main, ou qui me disent vous avez raconté mon histoire. Enfin, c'est extrêmement fort ce que je peux vivre avec les spectateurs. Et donc, c'est là, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est des spectateurs qui ont totalement investi le film. Euh, c'est génial ça Oui, oui, pour un auteur. je reprends parce que quand tu dis un télo, il y aurait forcément un côté négatif. Non, c'est juste qu'on a un film qui est un film qui se regarde, qui est un film agréable, on va dire, où il y a une histoire qui nous raconte, on se demande ce qui va se passer avec elle, on se demande, etc. Et mais qui justement, dans le fait de ces hors-champs ou dans le fait de ces non-dits, finalement aussi, plutôt que de nous mâcher le travail, nous raconte un conte, Oui. mais nous laisse de la place aussi pour nous. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un film de toute façon comme on n'en a jamais vu. Je crois que je peux me permettre de dire ça. C'est un film assez surprenant et les spectateurs sont surpris. Ils peuvent être déstabilisés fortement au début du film. Certains spectateurs me disent qu'il leur faut 10 minutes, 5 minutes pour rentrer dans le film, dans le principe visuel du film. Et que même beaucoup de spectateurs me disent j'étais persuadé que je tiendrais pas 1 heure et demie en me disant oulala, d'ailleurs le film dure 1 heure et quart, il est court, mais oulala, 1 heure et quart comme ça va être très dur. Et tous me disent mais finalement je suis rentré dedans complètement. Donc c'est ça aussi qui est assez étonnant, c'est que ce film propose une imagerie qu'on n'a jamais vue sur un format comme celui-là. Il a un parti pris visuel extrêmement fort et ça passe, quoi. Tous les spectateurs rentrent dedans. Enfin, tous les spectateurs qui viennent m'en parler, en tout cas, ils rentrent dedans et ils oublient. Et voilà, ils sont dans le film, quoi. Alors le temps passe, on va devoir pas trop tarder à s'arrêter, donc deux petites questions. Est-ce qu'il fallait montrer la souffrance aussi, et à la fois j'ai l'impression qu'à la fin la souffrance devient une libération quand elle plante, voilà, et on a beau voir ces moignons avec le sang qui coule, et à la fois on sent pour elle, d'un seul coup, elle peut enfin, évidemment avec ses mains, créer et faire quelque chose. C'était, ouais. Ah bah absolument, as complètement résumé. Pour moi, ce moment-là où elle utilise son handicap, entre guillemets, comme une force, et que ça génère du sang, comme au moment où on lui a coupé les mains, pour moi, c'est pas un sang négatif, c'est pas un sang douloureux, c'est un sang extrêmement positif, c'est même un sang, c'est quelque chose que j'aurais pu faire de manière plus explicite, mais c'est un sang, on peut même se dire qu'il irrigue cette terre, et cette terre va faire germer un certain nombre enfin, va faire germer le jardin de cette jeune fille qui va lui assurer sa subsistance, mais c'est aussi son jardin intérieur. Enfin voilà, et donc s'il n'y avait pas eu toute la cruauté, de toute façon le conte est cruel, tous les contes sont cruels, donc cette cruauté, j'avais pas du tout envie de l'édulcorer. Pour moi, comme il est question de la psyché de cette jeune fille, mais aussi de son corps, les deux sont absolument liés. La cruauté, elle est partout parce que c'est cruel de grandir en fait, c'est cruel de changer. On a un corps qui se transforme, on a un esprit qui se transforme, on a des sentiments qui se transforment quand on est adolescent. C'est dur, quoi. Voilà. Après, le film se termine de façon lumineuse, donc je pense que puisque ça a été particulièrement sombre au début,
la lumière de la fin fait aussi beaucoup de bien, quoi. On se dit, ah là là, mais enfin, quoi. Si je te dis que c'est un film, pour finir, si c'est un film politique pour plusieurs choses déjà, c'est-à-dire le fait qu'en effet politique, alors en tout cas déjà social, c'est-à-dire le fait qu'elle n'ait pas de main et que les mains soient même soient souvent représentées comme de manière négative dans le film. Hein, il lui enlève son bébé et les mains dans le château sont là vraiment pour l'empêcher de vivre ce qu'elle doit vivre. Est-ce que ça te paraît intéressant pour le film? Et puis comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais dire la deuxième partie, qui est évidemment ce père et qui d'un seul coup ne rêve que d'une chose, d'avoir cet or, et il y a cette phrase, cet or a fait de toi un autre. Euh, euh, si je te dis que La jeune fille sans main est un film donc social et politique, et c'est pas parce qu'on est à Radio Libertaire que je dis ça, mais est-ce que ça te paraît complètement fou? Est-ce que c'est une interprétation très personnelle ou tu peux l'imaginer? Je, oui, je peux l'imaginer. Pour moi, le côté vénal du père m'intéresse moyennement, en fait. Ce père, il y a un jeu de dupes au départ entre le diable qui propose la richesse au père, mais et le père qui pense donner quelque chose de dérisoire en échange alors qu'en fait il donne sa fille. Euh, il fait tout ça pour sa fille en fait. Pour moi, la richesse, c'est pour pouvoir garder sa fille à la maison. Et que plus il cherche à garder sa fille à la maison, plus en fait il coupe les liens avec elle, jusqu'à couper définitivement le lien, puisque donc il va lui couper les mains. Et que c'est son aveuglement et sa folie qui font que cette jeune fille quitte la maison. Donc ça me paraît extrêmement humain. Pour moi, c'est un film humain, plus que politique. Mais le politique et l'humain sont forcément liés, quoi. Donc c'est un film, pour finir, qui est un film très de Sébastien Lodenbach sur l'amour. C'est ce moment où elle lui dit mais je t'ai tendu, t'aurais dû. T'aurais dû me sauver. Oui, Voilà, c'est ça. j'ai tendu mes mains, c'était pour que tu les prennes et me protèges. Et en fait, C'est un geste et d'amour. voilà. Et en fait, il a coupé. Il a coupé. Mais il me semble, moi je suis père d'une petite fille, donc je ne sais pas comment je serai père lorsque cette petite fille sera moins petite. Mais voilà, il y a un moment où il faut couper les liens et que les parents que je suis, le parent que je suis n'est pas toujours très adroit dans sa relation avec ses enfants. Donc, et c'est très surprenant pour tous les auditeurs qui sont parents. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans la situation de se dire, mais mon Dieu, mais jamais j'aurais imaginé être un père ou une mère comme ça, ou dire ça, ou faire ces gestes-là, etc. Voilà, c'est assez bizarre d'être parent quand même. C'est un film qui est donc, on l'a compris, très complexe, qui est assez passionnant. Je suis ravi. Non, quand dit. Il est épais. Il a plusieurs couches. D'accord. En plus, c'était une question que je voulais dire par rapport aux couches en fait C'est un film du film. simple. Oui, 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 oui. Mais voilà, c'est un film avec plusieurs couches, On, plusieurs niveaux. on sent que tu veux faire attention à pas faire peur en fait aux Non, spectateurs. mais bien sûr, je veux que les gens aillent voir voir le film, évidemment. Mais c'est vrai en plus. Est-ce que le fait que le film sort le 14 décembre face à Star Wars et Ballerina, justement, c'est dire c'est pas le film un peu bizarre auteur qu'on fait sortir, mais finalement si sur le 14 décembre c'est pas pour rien aussi, c'est que ça peut être quelque part un film qu'on peut voir malgré tout pendant les fêtes parce qu'il y a aussi des choses, il y a du bonheur à l'intérieur et c'est pas que de la souffrance justement. Mais c'est un film absolument lumineux. Comme dit Michel Oslo a écrit un texte sur ce film, il dit que l'histoire est abominable. C'est vrai que l'histoire est abominable, comme la vie en fait, à plein de moments. Mais c'est un film qui se termine de façon extrêmement lumineuse. C'est un vrai film de Noël. Et oui, parce qu'il y a aussi, d'abord, il y a une famille, il y a cet enfant. Dans les contes, très souvent, les contes se terminent par ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Là, ils se marient au milieu de l'histoire, et puis ils se remarient à la fin, et puis l'enfant, il existe, quoi. C'est pas juste une espèce d'idée d'enfant. Là, il existe, il grandit, voilà, et, euh, et ça se termine dans l'harmonie. Donc, ouais, je vois pas pourquoi on pourrait pas le sortir à Noël. Enfin, je comprends pas, en fait. C'est littéralement à la fin c'est un esprit libre, c'est trois personnages comme ça, c'est vraiment ça. Bien sûr, oui, c'est ça. Ce sont des esprits libres, tout à fait, qui partent vers de nouvelles aventures. Quand on finit, allez, là c'est vraiment la dernière, quand on finit un projet comme ça, on se dit de suite, allez, je repars sur autre chose, c'est très important, et sur des commandes, des choses comme ça, ou alors on a envie de se dire, quand même, bon allez, je fais encore une commande, un truc, puis après je prends quand même quelques vacances pour me faire du bien. Bah, il y a l'idée de prendre des vacances, il y a l'idée de se dire, bon, attention à ce qui va se passer après, il y a l'idée de vouloir accompagner le film aussi. Hein, malgré tout, je sais que là, je l'ai beaucoup accompagné avant la sortie, mais je vais continuer à l'accompagner après la sortie. Aller au devant des publics, j'ai plusieurs séances scolaires.
pour des élèves qui sont en lycée, pour des élèves qui sont en collège. Les professeurs de collège sont extrêmement intéressés par le film parce que la figure du conte est au programme de la sixième, qu'il y a une dimension plastique très forte et que donc les enseignants de français et les enseignants d'art plastique voilà, essaient de collaborer. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais je suis pas sûr de vouloir repartir sur un gros projet rapidement. Puis j'ai pas d'idée en plus, j'ai pas l'énergie non plus. Est-ce que et la première, Hein. non, c'est la fameuse dernière que je vais arriver à poser. C'est juste, est-ce que voilà, c'est là où je passe. C'est vraiment, en effet, je peux le dire, c'est pour ça que tu es là aussi. C'est un très beau film, c'est un film qui est rare. En tout cas, au niveau du long métrage, c'est évident qu'au court métrage, on peut avoir ce genre d'expression. Au niveau du long métrage, c'est évident qu'on a rarement ce genre de choses. Est-ce que c'est un plaisir aussi de se dire, après tout, peut-être que je pourrais être un exemple, même si tu n'en as pas envie ou même si c'est pas le but à la base, mais de se dire, ça serait bien qu'il y ait plusieurs films faits avec finalement peu d'argent et avec peut-être des expressions plus personnelles, et ça dans le long métrage. Bah oui, évidemment, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais en fait, avant de terminer le film, je me disais qu'il n'y avait pas de film. Je me disais que ça marcherait pas, que les gens voudraient pas voir ça, mais par contre, je pensais qu'il y avait plein de bonnes idées dedans, et j'espérais que notamment des étudiants ou des jeunes réalisateurs viennent piquer des idées. Donc, c'est c'est presque une fierté en fait de pouvoir présenter ce film. Merci beaucoup et longue vie à la jeune fille donc. Oh, mais elle est bien partie dans la vie maintenant. Elle a retrouvé ses mains.